Je voudrais vous entretenir, disais-je ce soir, sur les raisons pour lesquelles le système mafieux de la France-Afrique panique. Depuis l'annonce de l'effondrement de la CEDEAO à la suite du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Il y a des signes de panique et de chaos, il y a des signes d'évanouissement, il y a des signes d'apoplexie qui apparaissent dans tout le système de la France-Afrique. Mais vous devriez avoir une conscience parfaite des 7 raisons pour lesquelles la France-Afrique panique. Et je ne me suis connecté ce soir que pour vous rappeler les 7 raisons. Il y en a 7. Après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. C'est-à-dire, en fait, à la suite de l'effondrement de la CEDEAO. Car, en fait, certains d'entre vous ne vous rendez même plus compte qu'en fait, la CEDEAO n'existe plus. Bon, je disais que la première raison, c'est la raison spirituelle. La France-Afrique panique parce qu'elle ne contrôle plus le monde invisible des Africains. Je recommence. Le système mafieux mis en place par De Gaulle, par Foccart et par toute l'élite de la 5e République française pour continuer à maintenir l'Afrique, anciennement territoire colonial, anciennement territoire sous tutelle française, sous contrôle militaire, sous contrôle monétaire, sous contrôle politique et sous contrôle culturel. Le système qui a été mis en place par le général de Gaulle, ce système est en train de paniquer complètement parce qu'il a perdu le contrôle spirituel des Africains. C'est-à-dire que les idées qu'on trouve dans le crâne des Africains ne sont plus les idées qui sont produites par les structures de la France-Afrique. Écrivez ça. Une défaite spirituelle. L'esprit qui domine désormais dans le cerveau des Africains n'est plus l'esprit qui a été fomenté par De Gaulle et par Foccart. Ce n'est plus l'esprit des élites corruptrices de la 5e République française qui ont fait tous leurs calculs dans le 20e siècle et dans le 21e siècle en partant du principe que l'or africain, le pétrole africain, le gaz africain, l'uranium africain, le manganèse africain, le plutonium africain, le lithium africain, le café africain, le cacao africain. Bref, toutes les richesses faramineuses de l'Afrique seraient à leur merci jusqu'à la fin des temps. L'élite politique de la 5e République française a grandi avec le préjugé que les matières premières africaines seraient ad vitam aeternam à la disposition de l'industrie et de la géostratégie, de la géopolitique française. Cette idée-là, qui est le petit lait avec lequel l'élite de la 5e République française a été éduquée, élevée, cette idée qui était une idée dominante dans le crâne des dirigeants africains, mais également dans le crâne des Africains éduqués. Dans la francophonie, cette idée est devenue une idée dominée, alors que pendant longtemps, elle était une idée dominante. Donc, en fait, la France-Afrique panique parce qu'elle ne contrôle plus les esprits. La perte de l'influence spirituelle. Cette perte de l'influence spirituelle s'accompagne aussi du fait que les Africains renouent avec leur tradition et de manière dépourvue de complexe, de manière décomplexée. Les Africains renouent avec leur tradition à travers le continent africain et les diasporas africaines. Les Africains se posent la question de savoir, mais qu'y avait-il de mauvais dans les traditions de nos ancêtres pour que, lorsqu'ils ont été soumis, tous les temples ont été ravagés par les négriers, les colons et les néocolons. Qu'y avait-il de si mauvais dans les traditions de nos ancêtres pour que les cultes que pratiquaient nos ancêtres aient été considérés comme des adorations du démon? Est-ce que nos ancêtres adoraient vraiment le mal? Est-ce que c'est vrai de tous nos ancêtres? Ces questions sont renouvelées actuellement, non seulement au cœur de l'Afrique, parmi les populations africaines, mais ces questions sont les questions même des diasporas africaines. Les enfants qui nous naissent ici en Occident se posent ces questions. Est-ce que nos ancêtres les plus lointains africains n'avaient pas, pour ainsi dire entre guillemets, des religions comparables en beauté, en pureté, en sainteté, à ce qui nous est présenté aujourd'hui comme
les religions de référence de la planète. Donc, l'Afrique est en train de se délivrer spirituellement. Les Africains sont en outre spirituellement délivrés d'une autre grande illusion dans laquelle ils ont été entretenus. C'est l'illusion que la seule forme d'état de droit, la seule forme de régime politique possible, c'était la démocratie. C'est-à-dire le modèle de la modernité politique occidentale. Non seulement les Africains sont débarrassés de l'idée qu'ils doivent servir de matière première à la puissance française et plus largement aux puissances occidentales, matière première humaine, matière première naturelle, ressources naturelles, les Africains sont débarrassés de l'idée que leurs ancêtres ne connaissaient pas le chemin qui mène à Dieu. Les Africains renouent avec leur tradition. D'accord? Troisième élément, les Africains sortent progressivement de la mystification démocratique. Ils découvrent qu'on peut tout à fait mettre en place des États de droit, des États qui soient justes, des États qui soient égalitaires, mais qui ne soient pas les démocraties. D'autant plus que ceux-là même qui, pendant longtemps, ont tambouriné, bassiné, ont envahi les oreilles des Africains et leur cerveau avec le thème démocratique, possèdent actuellement 12 monarchies. Ils ont 12 monarques qu'ils n'ont pas déposés. 12. Et plusieurs des monarchies occidentales sont membres de l'Union européenne. La deuxième raison pour laquelle la France-Afrique panique, c'est une raison concrète, elle est économique. Vous devez savoir que depuis 1960 et les soi-disant indépendances accordées par la puissance française à ses anciennes colonies, la mise en place du système économique du franc CFA a permis à la puissance française, pendant pratiquement 50 ans, de conserver 100%, je dis bien 100% des devises obtenues par les économies africaines dans leurs échanges avec le monde extérieur. C'est-à-dire que les Africains faisaient des bénéfices et ces bénéfices restaient dans les caisses de la Banque de France, qui les décaissait progressivement contre intérêt aux Africains. De 1960, pratiquement jusqu'au début des années 2000, la France a prêté aux Africains leur propre argent. La France a encaissé des bénéfices faramineux, car elle a spéculé sur l'argent des Africains qu'elle conservait dans ses coffres forts. Le tout avec des garanties en lingots d'or. La fin de l'appartenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger à la CEDEAO annonce le rapatriement total par ces trois pays, membres de l'Alliance des États du Sahel, de leurs devises. Donc, l'Afrique de l'Ouest tout entière et l'Afrique centrale se préparent à récupérer la totalité de leurs devises des caisses de la Banque de France. Je vous rappelle que les devises africaines étaient déclarées au budget de l'État français. C'est-à-dire elles étaient déclarées comme étant l'argent de la France. Et elles étaient utilisées comme étant l'argent de la France. Autrement dit, la France, depuis 60 ans, dépensait de l'argent africain dans la gestion de son budget. Cela est terminé. Parce que le retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO va s'accompagner de la rupture avec le franc CFA. La rupture avec le franc CFA met fin au mécanisme de prélèvement et de conservation des devises du commerce étranger de ces pays. Et le trou qui se prépare dans les caisses de la Banque de France va se traduire par des manifestations publiques. Il va se traduire par l'effondrement de la dépense publique en France et par conséquent par des crises sociales, des crises politiques, des crises économiques aiguës. Voilà la panique. La troisième raison est une raison de type stratégique, géostratégique. La troisième raison, c'est que pour la première fois, le système france-africain se retrouve face à une résistance qu'il ne peut pas facilement agresser sur le plan militaire. Je recommence la troisième raison, la raison géostratégique. Pour la première fois, la France-Afrique se retrouve face à des adversaires qu'elle ne peut pas délibérément agresser. Avant, c'était facile. Dès qu'un dirigeant africain regimbait, on lui organisait un petit coup d'État, ou une rébellion, ou un assassinat ciblé, et l'affaire était réglée. Tout au long du XXe siècle, la France-Afrique a rectifié des dirigeants africains,
Elle a décapité les mouvements révolutionnaires parce qu'elle bénéficiait d'un blanc-seing en droit international pour attaquer où elle voulait. Prenez la liste des interventions de l'armée française en Afrique au XXe siècle. Vous vous rendrez compte qu'aucune d'entre elles ne s'est même embarrassée d'une résolution de l'ONU. On retrouve les soldats français au Congo-Brazzaville en train d'intervenir. Ils participent à la répression des mouvements de revendications démocratiques au Congo-Kinshasa, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au nom de soi-disant accords de défense qui avaient été imposés à travers des vassaux, eux-mêmes déjà imposés par le même système. Les Ivoiriens témoigneront à volonté d'avoir été confrontés à l'armée française faisant carrément le travail de maintien de l'ordre. Et c'est dans une telle opération qu'en novembre 2004, plus de 60 Ivoiriens sont massacrés devant l'hôtel Ivoire, à Abidjan. L'armée française en situation de maintien de l'ordre dans un pays étranger. C'est quelque chose de tellement banal. Et c'est ça qui change. Nous sommes en 2024 et l'armée française ne peut plus se permettre de se mettre en première ligne. Lorsque les peuples du Sahel ont demandé aux soldats français de quitter leur sol, vous avez vu les dernières confrontations qu'il y a eu entre l'armée française et la population civile. Il y a eu des morts au Niger, des morts au Burkina, parce que les soldats français ont tiré sur la foule. Sur la route de Terra, les marques témoignent encore des violences de la veille. Le convoi de l'armée française a été reçu par une foule nombreuse, parfois véhémente. Plusieurs centaines de personnes au moins, voire des milliers. Ce dimanche, la ville a retrouvé ses habitudes, mais certains habitants et les témoins restent choqués. Je me suis rendu dans la matinée avec toute la foule. J'ai apporté ma contribution parce que ce qui concerne le Niger me touche en premier. Mais il faut que vous sachiez qu'au XXe siècle, ils le faisaient tranquillement. Depuis le massacre de Tiaroy jusqu'au massacre de l'hôtel Ivoire, c'était banal de voir le peuple contester un pouvoir corrompu et l'armée française assister l'armée du pouvoir corrompu contre le peuple. La troisième raison est extrêmement importante. La puissance française ne peut plus se permettre de s'afficher en première ligne d'une agression militaire contre un pays africain. La raison en est simple, c'est que dans le cas des pays du Sahel, il y a 3 pays qui sont coalisés, ça fait 3 armées. Il n'est pas certain que l'armée française soit prête à affronter 3 armées africaines en 2024. Qu'elle soit prête à accepter le sacrifice en homme que cela représenterait. Parce qu'il faut savoir que dans la doctrine militaire occidentale, issue de la tradition raciste, un soldat occidental doit valoir 50 soldats ou 100 soldats non occidentaux. Donc quand il y en a un seul qui meurt, l'émoi qui est ressenti est comme celui qu'on ressent quand il y en a 50 qui meurent ailleurs. Donc l'armée française, aujourd'hui, n'est plus psychologiquement prête à monter, un peu comme autrefois au Vietnam, à monter au front pour une cause perdue, à savoir la cause de la recolonisation. Mais mieux encore, en face, il y a une organisation militaire de plus en plus impressionnante et qui bénéficie d'alliances géopolitiques fortes. Il y a le fait que le Mali, le Burkina, le Niger ont passé des alliances militaires fortes avec la Russie, que la France ne peut pas se permettre d'attaquer frontalement sur le plan militaire. Donc voilà la troisième raison pour laquelle ça ne va pas du tout. Pour la première fois, ils ne peuvent pas foncer droit sur les Africains pour les écraser. En Afrique. Foncer droit sur les Africains pour les écraser, cela supposerait l'ouverture d'un front improbable. Non seulement avec 3 États africains coalisés, avec des populations fortement conscientisées, mais aussi avec les grandes puissances du Sud global que sont la Russie, la Chine, l'Iran et consorts. La 4e raison, c'est la perte de la capacité de nuisance diplomatique de la puissance française sur les Africains du Sahel. J'espère que ça ne vous a pas échappé. Le nombre de tentatives de faire passer des résolutions pour punir le Mali, punir le Burkina et punir le Niger, le nombre de tentatives qui ont été esquissées par la diplomatie française est énorme. Mais toutes ces tentatives se sont heurtées à un barrage, à un mur diplomatique, jamais réalisé, tout au long du XXe siècle par un pays africain, par des pays africains.
le Mali, le Burkina et maintenant le Niger ont réussi, grâce à leur alliance avec la Russie et la Chine, à bloquer toutes les tentatives de permettre des résolutions agressives contre le Sahel, des résolutions agressives contre l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le droit de veto russe et chinois n'avait jamais été autant utilisé que depuis que le président Assimi Goïta, le président Ibrahim Traoré et le président Abdourahmane Tiani sont à la tête du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Écrivez ça. Quatrième raison, le barrage diplomatique. La cinquième raison n'est pas des moindres. C'est l'affaiblissement mondial de la puissance américaine, grande puissance tutélaire du grand bloc occidental. C'est-à-dire que la France-Afrique est très mal parce que les États-Unis n'ont jamais été aussi discrédités qu'actuellement dans le monde. Je vous donne un exemple très simple. Regardez toute la peine que l'armée américaine a pour faire traverser les navires pétroliers maintenant dans le Golfe méditerranéen, dans le canal de Suez. Est-ce que vous savez que c'est une souffrance de tous les jours? C'est-à-dire la marine marchande, la marine militaire américaine a du mal maintenant à traverser la mer Méditerranée, à passer de la Méditerranée vers l'océan Indien par le canal de Suez. Parce que dans la sous-région du Moyen-Orient, l'armée américaine n'avait jamais été confrontée au degré d'hostilité auquel elle a affaire. Qui plus est, il y a un retournement d'alliance qui isole les États-Unis au Moyen-Orient. Il y a un renversement d'alliance jamais vu au Moyen-Orient. Au point que désormais, l'Arabie Saoudite et l'Iran se sont rapprochés. Et désormais, ont réouvert leurs officines diplomatiques. Les différentes monarchies du Golfe et les pays chiites, même comme la Syrie, se sont rapprochés. Ce qui isole et Israël et les États-Unis comme jamais au Moyen-Orient. Donc en fait, les États-Unis, qui sont la grande puissance de l'OTAN et qui sont la puissance garante, pour ainsi dire, de la domination occidentale, sont en position de faiblesse. Une faiblesse qui se traduit d'ailleurs par l'illisibilité des prises de position du président américain Joseph Biden, que certains ont appelé Sleepy Joe. La faiblesse de Biden n'est pas simplement une faiblesse liée à son âge, c'est une faiblesse géopolitique. C'est un reflux, c'est un recul comme jamais de la puissance américaine. Et l'une des traductions de ce recul de la puissance américaine, c'est ce qu'on a appelé le processus de la dédollarisation. La dédollarisation, c'est quoi? C'est la perte d'influence du dollar, qui est la conséquence de la perte d'influence militaire et géopolitique américaine, qui fait que désormais, une bonne partie des échanges économiques est en train de se faire sans utiliser le dollar, qui était l'unité de change internationalement reconnue. La politique de sanctions prise par les États-Unis contre toutes les puissances qui ne font pas ces quatre volontés, s'est retournée contre le dollar. Au point que les grandes puissances rivales, la Chine, la Russie, se sont mises à échanger économiquement en dehors du dollar, en monnaie nationale. Et le grand bloc des BRICS, qui est mené notamment par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et maintenant qui est en train de monter à 30 ou 40 pays, ce grand bloc-là est constitué d'économies qui sont déterminées à ne plus échanger en dollars, c'est-à-dire à ne plus créditer, à ne plus valoriser et à ne plus permettre aux États-Unis, littéralement, de prélever du profit dans le moindre échange économique sur toute la planète. Parce qu'en fait, le dollar avait fait de la puissance américaine la grande douane de la Terre. L'Amérique était la douane de la Terre. Puisque tout le monde achetait et vendait en dollars, l'Amérique prélevait des taux d'intérêt dans le moindre échange entre qui que ce soit sur la Terre. La dédollarisation, c'est-à-dire le refus d'échanger en dollars, est en train d'effondrer la puissance américaine. Et ça, c'est un cinquième facteur qui explique la fragilité de la France-Afrique. Quand les États-Unis sont tout puissants, les pays alliés des États-Unis, qui sont en réalité ces vassaux européens, ces pays bénéficient de la puissance américaine. Et quand la puissance américaine faiblit, ces pays faiblissent et ils sont encore plus exposés à leur vulnérabilité réelle. C'est une cinquième raison extrêmement importante. Il y a une sixième raison. C'est la mondialisation de l'information.
Ils ont cru qu'ils avaient pensé la mondialisation, qu'ils contrôlaient la mondialisation à travers des multinationales, à travers des holdings, à travers la centralisation de milliers d'organes de presse entre les mains de quelques milliardaires qui finissent par dicter les mêmes éléments de langage à plusieurs journaux différents. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, ce que les oligarques occidentaux notamment n'ont pas vu, c'est que la révolution numérique allait littéralement médiatiser la totalité de la société. C'est-à-dire que n'importe qui maintenant sur la Terre peut se faire porteur d'influence médiatique. Les grands médias, ce ne sont plus les grandes chaînes ou les principales chaînes de télévision ou de radio. Les grands médias, ce sont les grands courants de circulation d'informations des réseaux sociaux. Ils n'ont pas vu ça venir. C'est la 6e raison. La perte du contrôle de l'information. À travers les médias centralisés, à travers le contrôle étatisé et le contrôle par des milliardaires, des grands groupes d'information, ils étaient capables d'imposer des mensonges comme étant des évidences sur toute la planète. Maintenant que les milliards d'êtres humains sont connectés et que chacun, comme moi actuellement, sur ma plateforme Facebook, YouTube, je suis en train de donner une version de l'actualité politique internationale qui n'est ni celle que les officiels américains, les officiels français, les officiels de l'Union européenne, les officiels de l'OTAN vont faire valoir, le fait que nous soyons maintenant des milliers, des millions, et que nous serons bientôt des centaines de millions à émettre ces opinions, pour ainsi dire dissonantes et même dissidentes envers cette domination, ce fait-là, ils n'ont pas suffisamment prévu qu'ils seraient incapables de l'empêcher. Ils sont incapables de l'empêcher aussi parce que les réseaux de l'Internet sont en train d'être l'objet d'une diversification multipolaire. C'est-à-dire que la Russie et la Chine sont en train d'aider des pans entiers du Sud global à sortir du système Internet contrôlé par l'Occident. Un Internet non occidental est en train d'émerger dans le Sud global. Conséquence, l'information circule dans le monde d'une manière qui ne peut pas être entièrement contrôlée par ceux qui pensaient maîtriser les systèmes d'information. C'est une défaite monumentale. Enfin, il y a une 7e raison. C'est en réalité le discrédit de l'élite politique dans sa politique intérieure en France. L'élite politique française est discréditée à l'intérieur de la France. Par quoi est-elle discréditée? Elle est discréditée par le fait que le peuple français et les peuples européens en général ont affaire à des dirigeants qui ne respectent pas leurs engagements et qui gouvernent en utilisant abusivement les lois exécutives. Dans le cas par exemple de la France, ces 2 dernières années, elle a essentiellement été gouvernée par l'usage de l'article 49.3 de la Constitution de la 5e République française. Cet article permet au chef de l'exécutif et au gouvernement de gouverner le pays contre la volonté de l'Assemblée nationale où le régime au pouvoir est minoritaire. Autrement dit, en fait, cette rupture entre l'élite politique et le peuple, c'est-à-dire ce discrédit des institutions, ajoute à la faiblesse du système France-africain. Le système France-africain est affaibli par son discrédit métropolitain. Écrivez ça. Voilà, mes chers amis, les 7 raisons pour lesquelles le retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO a un écho incroyable. Je vous dis que cet écho-là est ressenti à tous les niveaux de la classe politique ici en France.